Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Aventurières de la Bio. Aujourd'hui, je suis avec une pionnière qui me disait avoir lancé le projet en 2013, donc une année où je pense qu'il y a encore pas mal d'entre vous qui étaient très très jeunes, voire peut-être même pas majeurs. Donc je suis avec Ludvina Sanchez, qui est fondatrice et co-gérante de Pachamamay, Nae Cosmétiques pour ceux qui connaissent l'entité. Bienvenue Ludvina dans l'émission. Bonjour Simon, merci beaucoup de m'inviter. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bah ouais, moi aussi, moi aussi. Du coup, donc tu vas nous parler un petit peu de Pachamama et de la jeunesse du projet et de ce que c'est maintenant. Donc c'est une des marques références de la cosmétique solide, la cosmétique slow, la cosmétique minimaliste. Alors comment est-ce que vous vous définissez et est-ce que tu peux nous dire un peu quel est le point de départ du projet? Oui, alors le point de départ du projet, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui a démarré en 2013. Mais pour être tout à fait honnête, ça a démarré l'été 2012. L'été 2012, j'étais dans une phase où j'en pouvais plus de mon travail. J'étais vraiment dans un mood, j'ai besoin de faire autre chose. Et il se trouvait qu'autour de moi, il y avait des bébés qui naissaient, dont ma petite fille. Et j'ai eu envie de faire des cadeaux. Des petits cadeaux faits à la main. Et pour le fun, je me suis dit, bon, je vais faire un petit panier bio qui forcément ne pouvait pas être alimentaire, mais qui a été un peu plus orienté cosmétique. Donc j'ai décidé de faire un savon, de faire une brume pour la chambre, une petite pâte pour les fesses irritées des bébés. Et ça m'a énormément plu. J'y ai trouvé un plaisir incroyable. Premièrement parce que c'était l'occasion d'aller dénicher un nouveau champ que je ne connaissais absolument pas. Tu travaillais dans quoi avant? Tu étais déjà dans ce monde-là ou pas du tout? Non, alors pas du tout. J'étais consultante en gestion sociale des catastrophes naturelles, c'est-à-dire que j'intervenais pour faire des diagnostics, travailler sur des politiques de sensibilisation, créer des outils, faire des évaluations de catastrophes, de comment la crise avait été gérée, etc. Et je dirais que le point commun entre finalement la cosmétique telle que Pachamama la pratique et mon métier d'avant, c'était la connexion super forte avec les communautés. Avec les gens, avec leur capacité à équilibrer les ressources et les contraintes. Et finalement, c'est cette même démarche que j'ai gardée aujourd'hui. Top. Et donc ce panier, il a plu? Tu as eu du succès, j'imagine, et on t'a dit. Mais voilà, c'est ça. Mais... C'est ça, c'est que je ne m'y attendais pas du tout, mais tout le monde m'a dit « Ah, c'est génial, etc. Je t'aide pour faire ci, je t'aide pour faire ça, il faut que tu en fasses quelque chose. » Et ça a été finalement le soutien d'amis, de proches, qui m'a fait passer le pas vers autre chose. Et en 2013, effectivement, je créais Pachamamay et j'ai passé un petit temps à construire la gamme, comprendre comment on faisait pour fabriquer telle chose. J'étais complètement autodidacte et il a fallu que je découvre complètement tous les champs et j'ai été amenée à aller chez les uns, chez les autres, des personnes qui ont été qui sont devenues des amis après et qui étaient des savonniers et qui m'ont montré ce que c'était qu'une vraie boîte avec de la production, la fabrication de produits, les enjeux, etc. C'est génial parce que là, on est aux origines en fait de tout cet univers de la cosmétique slow ou minimaliste, je sais pas comment vous l'appelez. C'est qui les personnes en question que tu rencontres à ce moment-là? J'imagine que dans les savonniers, il y a des gens qu'on connaît aussi. Voilà, qui Oui, était le premier cercle? Déjà, ça a été une association, l'association des nouveaux savonniers, la DNS, Ouais. qui m'a permis de rencontrer d'abord des gens juste amateurs, engagés, et ensuite des professionnels. Et dans les professionnels, il y avait Jeff de Savon Doux, Simone de la savonnerie du Nouveau Monde, il y avait Laurence, Lily des Bulles. Voilà, ça, c'est des savonniers très forts. Ouais. Et par ce biais-là aussi, finalement, j'ai été amenée à rencontrer des gens à l'étranger. Donc, je pense à Guylaine Dubois de la savonnerie Poussière d'Étoile. Donc, ça a été vraiment une aventure un petit peu qui allait dans tous les sens. Et je ne dois surtout pas oublier de citer aussi la savonnerie En Douceur qui m'a accueillie chez elle pour me montrer plein de choses aussi. Voilà. Donc Donc, ça a c'est une été, époque avec des savonniers artisanales artisans comme ça qui faisaient ça depuis longtemps pour la plupart d'entre eux ou c'était aussi des gens qui avaient démarré dans les années précédentes? Alors, il y avait un petit peu de tout, hein. Il y avait des tout nouveaux, il y avait des gens qui venaient d'ouvrir, d'autres qui allaient ouvrir. Tout était un petit peu en mouvement. Ce que je retiens de cette période-là, c'est
l'extraordinaire volonté de partage, d'échange et de co-construction autour de valeurs communes. Et ça tombait OK. bien parce qu'en fait, moi, si j'ai fait ça, c'est parce que j'avais envie de mettre à la terre des idées, des envies, des rêves, de voir des valeurs qui me semblaient justes, pouvoir émerger et pouvoir être partagées avec le plus grand nombre. En fait, moi, j'ai une formation en psychologie environnementale et dès le début, la préoccupation de l'environnement était là. Et sans que je me rende compte, en fait, les choses ont évolué petit à petit vers la cosmétique, mais ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être Mmh. une autre thématique qui m'aurait permis de faire avancer ce en quoi je crois. Ça aurait pu être du textile, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Et Ouais, la cosmétique, après, c'est vrai que ça m'a plu parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus proche de l'être humain qu'un produit qui va le toucher sur sa peau, ses cheveux, etc. En fait, on rentre en communion intégrale avec les personnes ouais. grâce à la cosmétique. Et Pachamama, et ça c'est peut-être aussi quand même quelque chose qu'il faut que je signale, en fait ça fait référence à une déesse andine, la Pachamama, qui représente la terre-mère. Et elle va apporter de quoi vivre à tous les êtres vivants, que ce soit des hommes, des plantes, des animaux, mais sans faire de distinction ni de hiérarchie. Donc elle va apporter de quoi vivre, mais elle attend un retour. Et si le retour ne se fait pas, ça s'arrête. Et pour moi, on était dans une phase où il y avait comme pour moi une spoliation de la terre. D'utiliser ce qu'elle produit sans conscience, sans bienveillance, sans remerciement. Euh, C'était une époque où on entendait aussi beaucoup de scandales sur la cosmétique, la présence de plomb dans les rouges à lèvres, le problème des phtalates qui transitent du plastique vers le cosmétique, du cosmétique vers l'humain. Mmh. Et ça, tous ces éléments-là, pour moi, m'ont vraiment interrogée et j'ai eu envie de faire mon retour vis-à-vis de la Terre. C'est pour ça que c'est devenu Pachamamay avec un I, parce qu'en quechua, je suis péruvienne d'origine, ça veut dire ma. Et c'était donc devenu D'accord. ma terre-mère, parce que c'était comme Ouais. ça pour moi le moyen d'apporter ma part à mon propre niveau par rapport à cette terre qui nous reçoit et qui nous bénit de ses richesses. Waouh! Quelle belle histoire, c'est cool. Et bon, ça a pas mal changé depuis, j'ai enfin le monde de la cosmétique, mais je trouve qu'on retrouve quand même ça. On retrouve ça dans pas mal de enfin, cette idée de partage et de communauté dans pas mal de secteurs. Alors, on est dans des secteurs économiques, hein, c'est peut-être moins poussé, mais au niveau du réseau vrac, au niveau du réseau bio, il y a quand même pas mal d'acteurs qui on échange et on cherche à travailler ensemble plutôt que voilà. Euh, voilà, c'est quelque chose que vous continuez, j'imagine, du coup, à être présent au niveau de la communauté. Et évidemment, en fait, c'est aussi là quelque chose qui est marrant, c'est que j'ai cette habitude de fonctionner en réseau, tout simplement parce que mes expériences professionnelles d'avant, très universitaires, faisaient que le réseau, il n'y avait que ça de vrai. Et donc, je n'ai pas Mmh. cherché particulièrement à créer des réseaux, mais spontanément, je m'y suis retrouvée. Donc, ça a été dans un premier temps les rencontres avec Zero Waste France. Je me rappelle même d'une réunion où je me suis dit, ah non, je ne vais pas y aller, j'ai pas le temps, je ne peux pas y aller, je peux pas y aller, je peux pas y aller. Et je me suis dit, non, j'y vais. Et là, ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que il y avait un certain nombre de personnes présentes, dont Didier Onreta, le créateur de La la chaîne des chaîne de Baïdés. franchise des By Day. Et il est venu me voir et me fait, ça fait un an que je te cherche, rencontrons-nous, travaillons ensemble. Et ça a été le démarrage absolument incroyable d'un certain nombre de choses. De là, c'est enchaîné la création du réseau VRAC, où effectivement il y a eu la mobilisation de quelques membres fondateurs initiaux qui se sont dit on peut faire quelque chose, on peut professionnaliser le VRAC, on peut arriver à créer quelque chose de fédérateur. Et là, je ne vais pas tous les citer, c'est absolument impossible, mais Célia Renesson a été là pour fédérer tout le monde avec Didier. Il y a eu Johanna de Haut-Bocal. Enfin bon, on était très nombreux et je ne veux pas faire d'impair et oublier personne. Pour moi, en fait, on est une petite famille hyper mobilisée et on fait tout ce qu'on peut pour faire avancer les choses. Et on a assisté au démarrage en force de toutes ces thématiques de la démarche zéro déchet, de la démarche la quantité à la demande,
la réduction des gaspillages, etc. Et aujourd'hui, cette grande aventure, elle continue encore. Je suis toujours membre actif du bureau de Réseau Vrac et je fais tout pour promouvoir finalement toutes ces actions parce que même si aujourd'hui on est dans un contexte économique, dans un contexte social et même, je dirais, un contexte émotionnel extrêmement tendu, finalement, quoi de tel que de s'appuyer sur des valeurs qui boostent et qui sont porteuses, non seulement pour soi, mais aussi pour les générations à venir, euh, que, de, que de se réunir sur ces thématiques-là et puis avancer. C'est des bouffées d'air pur, c'est des capacités d'innovation, etc. Parce que même si effectivement l'océan bleu qui existait en 2013 aujourd'hui s'est transformé en autre chose, mais finalement, il reste encore énormément d'innovation à faire. Ouais, c'est sûr. Et ce qui est vachement intéressant pour les magasins qui nous regardent, alors je vous invite à venir au Salon du Vrac tous les ans. Bon, là, c'était il n'y a pas longtemps, mais il y a une énergie et vous avez enfin, on a la chance d'être un bon nombre. Il y avait 100, 200 exposants, je sais pas, et 200. beaucoup de 200. Donc, et des entreprises qui essayent de faire mieux, de faire plus et qui se posent des questions, qui attendent pas juste de vendre des produits, qui cherchent à faire des commerces vrac avec du bio, avec du local, qui soient cohérents et qui soient en phase avec ce dont on a besoin. Donc ça veut dire que quand vous lancez un magasin dans ce monde-là, bah, vous intégrez aussi un réseau et des gens qui bossent le sujet depuis longtemps, dont toi, Ludivina. Donc pour ça, j'étais vachement content de pouvoir présenter ton parcours. Est-ce qu'on peut passer un peu sur un peu plus concrètement sur les produits que vous faites chez Pachamama et comment ça se transcrit au niveau des produits? Vous faites des cosmétiques. Alors, dis-nous, comment est-ce que vous définissez vos cosmétiques? Elles sont comment? Alors, ça c'est une question, je ne m'y attendais pas trop. En c'est des cosmétiques, allez, pour moi je dirais que c'est des cosmétiques bienveillants, dans le sens où on va les formuler de façon extrêmement précautionneuse. Chaque ingrédient, je sais pourquoi je l'ai utilisé et à quoi il sert. Des cosmétiques bienveillants parce que premièrement, j'ai cette réflexion du respect de la peau. Tous les ingrédients qu'on utilise doivent être OK, doivent être le plus doux possible. J'élimine ce qui est source de controverses et d'ignorance scientifique. Je pense notamment au fluor pour les dentifrices. Ce sont des produits pour lesquels je vais réfléchir à finalement à avoir un impact minimum sur l'environnement, que ce soit en amont, dans la sélection des ingrédients. C'est pour ça qu'on va aussi travailler avec des communautés productrices finalement, parce qu'on est aussi capable de tracer d'où viennent les produits. Et ensuite, en termes d'impact déchets, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est aussi pour ça que très spontanément, on s'est rapproché de l'association La Slow Cosmétique pour pouvoir être certifié. La Slow Cosmétique qui finalement garantit des produits qui soient OK pour la santé, avec un marketing raisonné aussi, qu'on ne soit pas là en train de vanter des produits, des effets qui sont faux, ou de mettre en valeur des choses qui n'ont pas besoin d'être mises en valeur. On a quelques exemples du coup. Vous avez des produits avec des certifications. Là, vous êtes sur du Cosmos, j'ai l'impression, du Cosmos organique sur le dentifrice liquide solide, le fameux. Alors, oui. C'est des choix que vous faites produit par produit? Voilà, alors petite rectification, en fait, la réglementation vient de changer pour les cahiers des charges des produits à dissoudre, donc on est en Cosmos natural, mais ce qui ne change pas grand-chose au final. On a des produits qui sont Cosmos organiques, d'autres Cosmos natural, ils sont tous cruelty-free and vegan, et ça c'est vrai aussi que ça a été un engagement très fort pour nous, puisqu'on a été la première marque en France à se positionner et à vouloir militer avec PETA pour un engagement de l'entreprise au niveau du véganisme. Et donc, en fait, notre marque vous montez un de mes petits chouchous là. Si vous remontez un petit peu, vous avez le New, le démaquillant solide, qui pour moi est une petite merveille. C'est une prouesse technique en fait. On ne dirait pas comme ça, mais dans ce petit galet, en fait, on a réussi à concentrer de la douceur, de la technicité, du naturel. C'est un galet qui va se transformer en eau quand il est sur le visage. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est un produit qui est issu d'une erreur. C'est marrant. Et, vous avez laissé figer de l'huile et ça a fait ça. C'est beau, hein?
Alors, en fait, on travaillait sur un après-shampoing et toutes les versions ne me convenaient pas. J'étais sans arrêt en train de dire non, ça va pas, ça va pas. Et il faut savoir que quand je reçois un produit et je me dis ça me va, ça va pas, moi je l'essaye immédiatement. Donc là, je suis dans mon bureau, j'ai un lavabo à côté de moi, je le passe dans les mains, je passe dans les mains, je sens qu'il y a de la douceur, je dis ah, c'est sympa ça. Et immédiatement, pouf, je me mouille le visage, alors ça dégouline partout sur les vêtements, mais donc c'est toujours assez rigolo pour les équipes qui savent que je vais forcément à un moment donné en avoir partout. Et je me dis, voilà, alors ça c'est nul pour un après-shampoing, mais on le garde pour autre chose. Et ça, je veux Ouais. qu'on le transforme en démaquillant. Donc vous allez introduire tel ingrédient, et ça va être nickel. Et voilà, donc ça c'est un de mes produits chouchous, technique, hyper Mmh. sensoriel, hyper Super simple, beau nom. hyper slow. Ça, c'est un mes petits chouchous. Et un des autres de mes produits préférés, c'est ça. C'est le dentifrice cristal. Il faut savoir que tout au début, Ouais, je le merci. proposais à la vente comme ça, en vrac, juste ça. Et Voilà. forcément, très rapidement, j'ai eu de retours. Je fais, c'est super, mais je l'utilise comment? Je le mets où? Je le garde comment? Et j'ai fait OK. Donc j'ai changé sa forme pour qu'il puisse rentrer dans une boîte en métal rechargeable. Et c'est comme ça que grâce au retour de nos clients qui étaient super militants, qui avaient envie de faire bien, de faire mieux, et ben finalement, on a fait une innovation et on a sorti le premier dentifrice solide en boîte rechargeable. Alors aujourd'hui, le mot rechargeable, Oui. tout le monde l'utilise et c'est une super chose parce qu'on va dans le sens du mouvement, on va dans le sens de l'évolution même de la loi qui vient de préconiser avec la loi AGEC le réemploi des packaging. Et ça, on l'a fait donc en 2013. 2013-2014, on a sorti ce produit qui n'existait pas. Donc voilà, ça c'est un autre de mes chouchous. Et on l'a évoqué tout à l'heure, Ah, un le autre fameux. produit, ça. Ça, c'est là aussi, c'est issu d'une réflexion d'équipe et finalement du recul de nos 10 ans d'expérience sur la cosmétique solide, où on s'est rendu compte que jusqu'à il y a quelques temps, on avait un public qui nous connaissait, qui était hyper engagé, militant, etc. Et finalement, l'utilisation d'un dentifrice où il faut frotter le galet avec une brosse à dents à tête rechargeable, c'était OK, même si c'était coûteux en termes de changement d'habitude, en termes de changement de sensation dans la bouche, etc. Mais en fait, l'idée, c'était aussi d'aller plus loin. C'est comment on fait pour embarquer le plus de monde possible dans des comportements vertueux ou tout du moins, on peut avoir une sensation de faire quelque chose de bien pour soi, mais aussi de bien pour la planète. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, on va repartir de zéro. Et qu'est-ce que c'est que la cosmétique solide, si ce n'est finalement qu'un argument pour pouvoir embarquer le plus de monde possible vers une consommation consciente, vers une beauté qui soit bienveillante et consciente. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, finalement, le futur du solide, il est liquide. Et c'est comme ça qu'on a sorti ce premier dentifrice. C'est la première fois en fait qu'un dentifrice en pastille est disponible sur le marché. Il y en a d'autres qui ont fait des dentifrices en poudre à dissoudre. Je ne dis pas du tout qu'on est pionnier là-dessus, mais en fait, si on a sorti ça, c'est premièrement parce qu'on était convaincus que de retrouver une sensation dans la bouche pour un dentifrice était très attendu et très demandé. En Mmh. même temps, la pastille, pour moi, elle était essentielle parce que c'est ce qui permet de faire en sorte que le marché du vrac puisse continuer à être dynamique, parce que vous ne pouvez pas trouver de la poudre en vrac sur ce genre de dentifrice, c'est pas gérable. Ouais. En revanche, une pastille qui peut être vendue au poids ou à l'unité, c'est extraordinaire, ça passe sans problème. Soit on le propose dans un petit étui, soit on l'a en vrac, on se sert avec une pince et tout va bien. Donc là, pour moi, c'était vraiment une grande réussite d'équipe parce qu'on a été
très nombreux à travailler sur le sujet, que ça soit en termes de sensorialité, de fraîcheur, de goût. Il faut savoir que c'est un produit qui est extrêmement technique parce qu'il y a une partie qui doit se dissoudre dans de l'eau et il y a une partie qui doit servir de dentifrice, l'autre qui doit avoir la sensorialité, etc. Donc, c'était un énorme travail derrière et on est super content d'avoir réussi à sortir ce petit bijou. Et ça me pose deux questions. Vous êtes fabricant sur toute ou partie de vos produits. Du coup, c'est quoi au niveau des équipes? Vous êtes combien pour gérer un produit comme ça? Ça représente combien de personnes qui travaillent de sortir une innovation comme ça? Alors, on a été fabricant pendant super longtemps et la Ouais, demande a été tellement importante que on s'est dit on ne peut plus tout gérer et il faut faire un choix. Soit on va ouais, investir réellement dans une usine, soit on va mettre nos forces dans un service R&D qui tienne la route. Et ok. j'ai fait le choix de se focaliser sur la R&D, sur l'innovation, parce que finalement, c'est ça qui permet de faire bouger les choses aussi. Et c'est pour ça qu'on s'est entouré de partenaires ultra fiables. Donc moi, je pense par exemple à SAF Cosmétologie, avec Simone de la Savonnerie du Nouveau Monde, ou avec Ardex, qui est pas très loin de chez nous aussi. Et là, on travaille depuis des années en collaboration, en co-construction, etc. Et pour le dentifrice solide, on travaille avec un nouveau partenaire qui est Paris-Dôme. Et là, en fait, le travail, il nous échappe pas. En fait, on est à Ouais. 100% investi dans le sujet. Combien de personnes ça a demandé? Je ne serais pas trop capable de le dire, mais en gros, tout le monde au laboratoire a mis la main à la pâte, que ça soit pour tester, donner l'avis, parce qu'on avait plein de choses à tester. Hein. On s'est dit, bon, allez, il faut augmenter telle chose, le goût, le machin, la sensation. Attention, c'est pas assez doux, j'ai l'impression que mes gencives, ça tient pas la route, etc. Donc, je Ouais. dirais que ça a mobilisé tout le monde. Et Ouais, ok. effectivement, dans les C'est faits, combien de personnes chez Pachamama actuellement? Vous êtes on est combien maintenant? 23. Ah ouais, d'accord. Donc, oui. On est 23. Beau travail Donc, il y a d'équipe, bien quoi. 23 personnes qui ont testé le Ouais. dentifrice, qui ont mis la main à la pâte pour le conditionnement, les expéditions, la Et création. même, Voilà. on en parlait tout à l'heure, mais voilà, on voulait présenter. Alors, je sais pas si Jonathan, tu peux nous montrer la vidéo, mais vous avez fait un gros boulot de communication sur le lancement également. Et on parlait de ça en disant, bah, finalement, votre marché, il a pas mal évolué. Entre le moment où, 2013, tu crées Pachamamaï, tu es fabricante et tu découvres, enfin, tu défriches ce secteur, en fait, finalement. Et voilà, il s'est passé beaucoup de temps. Il y a beaucoup de concurrents qui sont arrivés, des gens qui ont fait des choses super, des gens qui ont fait des choses un peu plus moyennes aussi, mais pas mal de gens qui ont poussé les choses. Et notamment sur la partie communication, où on a vu bah, des gens arriver avec des méthodes de communication qui arrivent à toucher le grand public, quoi. Donc, du coup, comment vous avez réagi à ça de votre côté? Alors, petit spoiler, il y a une vidéo, hein, mais Alors, c'est vrai qu'on a toujours mis l'accent sur le produit, avant tout le produit. Néanmoins, la communication, elle est importante, surtout si je souhaite euh, préserver, ou c'est pas le bon mot, hein, mais si je souhaite mettre en avant quelque chose qui est super important pour moi, à savoir la pédagogie, la transmission, le partage des savoirs, le partage des bonnes pratiques, je crois qu'on a besoin de communiquer le plus large possible pour embarquer le plus de monde possible dans ces changements d'habitude. Et donc effectivement, là, on a fait un pari. On a décidé de travailler avec Trust Society, qui sont nos clients depuis super longtemps, on s'entend super bien avec eux, et on s'est dit, bon voilà, on aimerait faire une vidéo, est-ce que vous nous accompagnez dessus? Mais alors attention, hein, pas de prise de tête, pas je me prends au sérieux. Euh, Surtout en ce moment, on a besoin de légèreté, on a besoin de rigoler, on a besoin même d'être dans l'autodérision. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur cet angle d'approche et qui, pour moi, aujourd'hui est un succès parce que finalement, les gens l'ont beaucoup vu, ils ont ri, on a eu plein de commentaires, tout le monde en parle actuellement dans tu le joues hyper milieu. bien en plus. Bon, là, on Oui, voit oui, Pablo derrière, qui joue bien aussi, hein, mais toi, ah t'as le ouais, talent. ouais. Et d'accord. Et du coup, ça a été une différence par rapport à ce que vous faisiez avant, quoi. Savoir parler de ce que vous faites. Et ouais, enfin, ça a pas mal tourné quand même comme vidéo, ça s'est bien vu. Est-ce qu'au niveau du démarrage du produit, ça l'a porté au niveau commercial, tout simplement? Bien sûr. Bien sûr, déjà, ça a rendu très connu ce type de produit.
On a non seulement eu de très forts achats, puisqu'on a mis le produit en précommande, on a eu beaucoup de précommandes, hein. Donc ça, c'était vraiment une belle réussite. Et ça a aussi suscité beaucoup d'intérêt chez les professionnels. Et ça nous a même permis de faire des ouvertures de nouvelles boutiques sur la base de ce produit. Donc oui, Ouais. ça a été extrêmement porteur. Et je pense aussi que c'est la façon vraiment très légère de parler du produit qui a plu et qui a fait du bien finalement à tout le monde. Ça a apporté Mm. un peu de fraîcheur dans ce contexte. On parle de la guerre, de machin, etc. Bon, il n'y a pas que ça dans la vie, heureusement. Se laver les dents, c'est important. Oui, c'est vrai. Trop bien. Donc du coup, voilà, voilà, vous avez essayé de prendre le train et puis de mettre votre touche, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on a vu et revu, quoi. C'est ça qui est intéressant. Il y a du Pachamama là-dedans. C'est vraiment, on trouvait ça très top. Euh, comment vous comment vous les avez vus arriver, vous, enfin, comment tu as vécu cette évolution de marché avec, je sais pas, des marques qui font des produits similaires, en tout cas dans l'esprit de la cosmétique solide. Il y en a potentiellement je pense qu'on peut dire des centaines. On va dire, on en connaît une trentaine qui doivent être à peu près enfin, qui se sont fait une petite place sur le marché. Comment est-ce qu'on voit ça arriver quand on est une des pionnières comme toi? Déjà, on se dit que ça veut dire qu'on ne s'est pas planté C'est et sûr. qu'on a été plutôt visionnaire sur le sujet. Ouais. C'est pas tous les jours qu'on crée un marché, hein. Et Non. donc là, il y a bon, ça fait bizarre de dire ça, mais bien sûr, on n'était pas pionnier sur le shampoing solide, hein. Il y avait Lush, hein. Lush a déposé des brevets de shampoing solide il y a 22 ans, je crois. C'est pas rien. Ouais. D'accord. À cette époque-là, quand j'ai créé Pachamamaï, il y avait Douce Nature qui proposait des shampoings solides, mais qui avaient Fameuse une très fleur, faible je me rappelle cote. très bien. Je me rappelle très bien. Donc Ok. shampoing industriel avec une Ouais. qualité industrielle. Et, Ouais. euh, donc oui, je pense vraiment qu'on a contribué à créer un marché. Et donc de voir arriver des concurrents, c'est une bonne chose. Je me rends compte aujourd'hui que je connais beaucoup de marques entre guillemets concurrentes, mais c'est vraiment une bonne chose parce que ça permet des échanges et une meilleure prise de recul. Finalement, là où on commence vraiment à s'interroger, c'est quand on voit arriver des concurrents du type énormes groupes. Ouais. Yves Rocher, L'Oréal, Garnier, DOP, etc., qui non seulement vont venir dégrader la qualité du produit, puisqu'ils vont faire de l'industriel, hein, et c'est normal, c'est très bien, et ça convient à beaucoup de gens, et c'est très bien que ça existe comme ça aussi, mais du coup, qui vont peut-être provoquer un usage déceptif du shampoing solide. Et donc là, effectivement, ça met parfois un petit peu mal à l'aise. Après, je pense que la grande force des indies, hein, c'est de pouvoir proposer des produits nouveaux, d'être dans cette innovation. On a créé un marché et ça a été très confortable finalement pour les gros de venir s'installer sur ce marché. Le deuxième point qui me pose problème, c'est qu'en fait, ça peut aussi poser des problèmes en termes de disponibilité de certaines matières premières sur le marché. Eh oui. Et oui, parce que du coup, ils vont acheter à des quantités de fous. En amont, les producteurs des ingrédients utilisés étaient rodés depuis de nombreuses années à produire une certaine quantité. Donc, le temps de réajustement, c'est pas simple. Donc Ouais. aujourd'hui, ben, il nous reste la créativité, il nous reste aussi la qualité des produits. Et ça me fait toujours chaud au cœur quand on a des retours de boutiques qui nous disent ben ouais, ben, finalement, Pachamamaï, on continue à le vendre et on a des retours sur la qualité qui sont toujours là. Et je crois que la qualité de notre sourcing y est vraiment pour beaucoup. Le fait que chacun des ingrédients soit utilisé, pas pour rien, c'est important. Et comme je disais, on a toujours mis tout sur le produit. La recherche R&D, tout ça, ça a été vraiment fondamental pour moi. Ouais, trop bien. Ouais, c'est ce qu'on conseille nous au magasin, hein, c'est de choisir une liste de marques pour représenter ce rayon-là chez eux et de vraiment s'intéresser à ces marques et de creuser les gammes, d'élargir sur des marques qui vous conviennent bien pour pouvoir bien en parler et de créer cette relation de confiance entre le conso, le magasin qui connaît et qui conseille de la marque et la marque qui travaille des produits qui sont d'une qualité
supérieur à ce qu'on peut trouver en moyenne partout, parce que ça arrive pas à y en avoir partout. Finalement, vous avez vécu en 10 ans ce que le réseau bio, enfin ce que la bio sur la partie alimentaire a pu vivre en 30 ans, quoi. Le côté pouf, tiens, ça marche ce truc en fait. Ah, mais c'est incroyable, tout le monde en veut. Ah, les gros arrivent. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive à innover pour la suite? Donc, c'est vrai que ça a posé pas mal de questions. Parce que je trouve vachement étonnant, c'est que tu me disais tout à l'heure, tu as commencé comme auto-entrepreneur. Vous vous êtes structuré après. Comment est-ce que dans ta tête, toi, tu avais prévu que ton entreprise ou votre entreprise, ça deviendrait quelque chose avec 23 personnes, comme tu nous as dit, ou est-ce que c'était pas des plans au début? Alors, je suis un petit peu gênée pour répondre sur cette question parce que je voudrais pas. Oui, je savais que ça allait devenir gros. Ouais. Je sentais vraiment que la demande du monde était là. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec la COP 21. Ça a été un démarrage de fou. Tout le monde, à un moment donné, s'est dit waouh, ce que je pense tout seul dans mon coin, finalement, c'est un mouvement qui est beaucoup plus large et on peut participer, on peut faire des choses. Et cette période-là, ça a été vraiment un changement colossal en France sur la prise de conscience d'une cosmétique différente. On a eu un boom de folie à ce moment-là. Okay. Et c'est ça qui est extraordinaire, hein, c'est de voir qu'en fait, la cosmétique, elle peut faire... En fait, non, c'est pas la cosmétique, c'est qu'une entreprise, elle peut être militante, elle peut être engagée, et je pense même à titre personnel que c'est son devoir, et qu'elle n'a pas de raison d'être si ce n'est pas de faire avancer la société. Ok, faire du profit, c'est essentiel. Sans profit, on ne peut pas avancer, on ne peut pas payer les salaires, on ne peut pas être dans l'innovation, on ne peut rien faire de tout ça. Mais On peut pas trouver de l'argent auprès des banques pour innover, pour investir, pour prendre des nouveaux risques, pour se renouveler, pour aller résoudre les problèmes de demain, parce que les problèmes ne sont pas arrêtés d'arriver, malheureusement. Exactement. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que avec la cosmétique, on peut changer un petit truc dans sa vie de tous les jours, qui n'est pas si impactant que ça. Allez, je vous montre rapidement. Pouf, le dentifrice. Hop, on dirait un vrai dentifrice. On dirait un vrai dentifrice. Donc là, effectivement, il va falloir dissoudre la petite pastille, attendre 12 heures la nuit que ça se gonfle et ensuite mélanger et secouer le truc. Mais en fait, changer de mode d'emploi, changer d'habitude, c'est pas si complexe que ça. Finalement, quand on regarde aussi un shampoing solide, ça peut... là, c'est un de mes préférés. Hein, il est à base de tulsi. Enfin, on pourra peut-être parler une autre fois de pourquoi j'utilise tel ingrédient et pas tel autre ingrédient. Mais en gros, on l'utilise comme un savon, même si ça n'a rien à voir avec un savon en termes de composition. Vous mouillez les cheveux, soit vous le faites frotter entre les mains, ça mousse vraiment bien, soit vous le frottez directement sur les cheveux, mais l'usage, il est facile. Mais pour un dentifrice en pastille à frotter, c'est quand même quelque chose d'autre. Mais avec des tout petits gestes comme ça, finalement, on fait énormément. Il faut savoir qu'en France, on jette l'équivalent de 1500 tonnes de plastique par an, rien que pour les tubes de dentifrice. Rien que pour ça. Et avec un dentifrice à dissoudre, vous avez un flacon en verre recyclable, que vous allez pouvoir utiliser super longtemps, indéfiniment si vous ne le cassez pas. Vous avez ici une pastille avec un étui cartonné qui passe au recyclage, qui passe éventuellement aussi au compostage, ou vous pouvez l'avoir en vrac aussi. Là, on a vraiment toutes les solutions pour pouvoir minimiser son impact déchets sur la suite. Et finalement, ce n'est pas grand-chose, mais au bout du compte, quand on additionne tous ces petits gestes-là, c'est énorme. Ouais, ça fait beaucoup. Puis surtout, ça met en mouvement pour aller compenser, regarder ces déchets dans d'autres secteurs, quoi. Votre engagement, il y a une autre façon dont il se transcrit, on avait prévu d'en parler un petit peu, c'est vous êtes quand tu as structuré la société, tu as choisi un format scope. Enfin, tu disais que c'est une façon aussi de partager, enfin d'ancrer votre engagement. Ça change quoi? En quoi ça rend Pachamamaï particulière au niveau de la vie de l'entreprise?
Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai bénéficié d'une aide hallucinante quand j'ai commencé Pachamamaï. Et pour moi, c'était évident que ce que j'allais créer, ça ne pouvait être qu'un business, qu'un social business. C'était obligé. Donc, j'ai commencé à chercher les différentes possibilités de faire ce type d'entreprise. Et la seule structure juridique qui était porteuse de ces éléments-là, c'était les SCOP. Et donc, on a créé une SCOP qui veut dire société euh, coopérative participative, en gros. Bon, je sais plus tout de Il y avait coopération. pas de façon de dire ouvrière de production ou de Il y a production. plusieurs, en fait, Comme on n'est pas des ouvriers, plusieurs définitions. ça colle pas. Et en fait, la SCOP, pour moi, je trouvais ça intéressant parce que notamment, elle rend obligatoire le partage des bénéfices de façon équitable, à savoir un maximum pour les salariés, un maximum pour l'entreprise et un minimum pour les associés. Et je trouvais que c'était le bon moyen de remercier les gens qui travaillent, qui participent du développement d'une entreprise. Hmm. Alors, pour faire un peu, nous, on est en scope aussi, donc on connaît un petit peu. Il y a 7000 scopes en France. Ça implique aussi que les associés, enfin, les salariés, ou dans un certain temps, s'ils le souhaitent, ou parfois c'est même automatique, peuvent devenir associés. Vous êtes combien d'associés, du coup, dans la scope? On est 6. 6. Ouais. Donc, c'est quand même, c'est beaucoup plus, enfin, il y a un accès au sociétariat qui est vraiment intéressant pour ceux qui ont envie de vivre l'entreprise, quoi, et de participer aux décisions. Et l'autre particularité, c'est que bah, entre les associés, c'est une personne, une voix. Donc ça veut dire qu'on est sur un fonctionnement qui a, qui a enfin, des aspects démocratiques assez forts, quoi. Ça veut dire faut y aller collectivement et c'est pas une personne qui décide on fait ci, on fait ça, suivez-moi ou partez, quoi. Exactement. Et lors des assemblées, effectivement, je suis gérante de Nae Cosmétique, mais ce que je dis n'a pas plus de poids qu'un autre des associés. Ouais. Ah, ça c'est clé, ça. Donc ça, c'était une façon un peu pour toi de mettre dans l'entreprise ce que tu as vécu au démarrage de Nae avec tous ces savonniers qui t'ont aidé, conseillé, avec qui tu as pu co-créer, quoi. Exactement. Top. Et ok, et du coup, qu'est-ce que c'est le futur de Pachamamaï? Vous avez des projets fous dont vous voulez nous parler dès maintenant? Oh là, attention, Oui, il faut que tu oui, récupères un oui. truc. Alors, déjà en termes de produits, donc Ouais. on continue à avancer sur des innovations. Donc, on va en avoir des prochaines à venir sur des types de produits qui n'existent pas encore sur le marché. Et ça sera sur notre gamme Solid for You, celle du dentifrice, hein. Alors, petite parenthèse, Solid for You, il y a quelque chose derrière. C'est l'idée de dire que vous avez aimé l'idée du solide, mais c'était pas pour vous. Ben maintenant, cette fois, c'est pour vous parce que vous allez vous y retrouver pour de vrai en termes de sensorialité, d'usage, etc. L'autre parenthèse, c'est que l'autre petite anecdote, c'est que Solid for You, Sol and You, comme on l'appelle aussi dans nos diminutifs chez nous, c'est les deux prénoms des enfants de mon fils qui travaillent avec nous maintenant. C'est Solal et Yuen. Et donc ça, c'est un petit clin d'œil. Donc pour eux aussi, on va continuer à développer ce type de cosmétique qui va embarquer de plus en plus de monde sur ce type de démarche. Donc ça, c'est ce qui concerne les cosmétiques. On avance sur une gamme de détergents à dissoudre aussi, qui est prête d'ailleurs. Donc ça, c'est un point aussi très fort. Et l'autre chose qui est super important, c'est que aujourd'hui, on a 10 ans d'expérience sur la cosmétique solide. On sait ce que c'est. On sait ce que c'est que de mettre la priorité sur l'ingrédient, ce que c'est que de mettre la priorité sur le technique. Et aujourd'hui, nous avons le souhait d'ouvrir cette compétence à toutes les marques qui souhaiteraient monter leur propre marque de cosmétiques solides ou pas solides d'ailleurs, puisqu'on a une expertise très large sur l'ensemble de la cosmétique. Et donc, on va ouvrir notre laboratoire à des nouvelles collaborations. Et ça, c'est vraiment un scoop ultime. C'est la Ouh là première fois là, qu'on le dit. Et on l'a acté hier. énorme. Et donc si on est intéressé, s'il y a des marques qui nous regardent, du coup, ils t'envoient un mail S'ils où ils sont te... intéressés par l'expertise Pachamamaï, la qualité Pachamamaï, ouais, on sera là pour les accompagner s'ils le souhaitent.
Top. Je donne ton mail ou pas? Ouais, Après, vas-y. je crois que c'est ludvina@pachamamai.com, si je ne me Exactement. trompe pas. Ouais. Bon, voilà, donc vous avez gagné un scoop si vous avez regardé jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Le site de Pachamamai, c'est pachamamai.com. Donc là, c'est pour acheter en tant que consommateur. Ça se retrouve également dans un paquet de magasins bio, vrac, engagés. Si vous êtes revendeur et que vous souhaitez rechercher, vous pouvez contacter directement Pachamamai, ou chez Aventure Bio, on est également distributeur, je crois, d'une bonne partie de la gamme. Voilà, vous aviez un partenariat avec WeBulk, donc on prend la suite de ce partenariat suite à la fusion. Donc voilà, merci Ludvina pour toutes ces infos. Est-ce que tu as un mot de la fin, un truc que tu as oublié de dire et tu dis non, ça je dois absolument le dire. Ensemble, on est plus fort. Je crois que c'est ça, c'est ce qu'il faut retenir et avançons surtout avec de la légèreté. Je crois que c'est C'est ça qu'il nous important ça. faut et ce dont on a besoin aujourd'hui et on fera tomber toutes les barrières ensemble. Ah ouais, ça c'est sûr. Et puis ensemble c'est mieux surtout, hein. Oui, Ce qui est le plus ensemble, c'est sympa. mieux. Je veux dire, quitte à passer un peu de temps à faire ce commerce-là et puis à essayer d'avoir notre petit impact, autant passer du bon moment avec des gens engagés qui essaient de le faire sincèrement comme toi. Donc, merci beaucoup pour tout le partage. Je pense que c'est très Et, riche pour. et merci aussi à Aventure Bio parce que les engagements aussi sont là avec toutes les marques que vous boostez, que vous proposez. Là, en passant par Aventure Bio, je crois que c'est aussi la certitude pour les boutiques qui vous contactent d'avoir un écosystème super engagé et super bienfaisant. Merci. Ce qu'on essaye de faire en tout cas. Et voilà. Top. Merci tout le monde et à bientôt. Prochaine émission, Au prochaine édition, revoir! comme on dit.